Le débrief éco avec le partenariat du Cercle des économistes. La campagne s'accélère, les débats aussi. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va parler de l'avenir de l'assurance chômage. C'est un sujet fort qui concerne beaucoup de Français et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord cette semaine. Oui. Mais d'abord, le Brexit. Theresa May vient d'engager la procédure. Oui, les choses se précisent, mais on va dire que la route est encore longue quand même vers la sortie effective du Royaume-Uni de l'Europe. La procédure déclenchée, les négociations vont maintenant durer au moins 2 ans avec Bruxelles et les grandes capitales européennes. Va se poser progressivement la question de l'accueil des entreprises britanniques désireuses de déménager de Londres ou de ne pas subir les effets coercitifs de négociations dont personne ne connaît l'issue en fait. De Paris à Francfort en passant par Luxembourg, chacun place ses pions, revêt ses plus beaux atours pour attirer le chaland. Alors après le choc de simplification, question, faut-il un choc d'attractivité pour les naufragés du Brexit ? Et Paris peut-elle attirer ces exilés britanniques? Pour en débattre ce soir, Agnès Benassi-Kéré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Cercle des économistes, vous êtes également présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Et face à vous, Marc-Olivier Padis, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études de Terra Nova. Et pour lancer le débat, on va écouter Arnaud de Bresson, le délégué général de Paris Europlace. Notre objectif est aujourd'hui de rencontrer les autres grandes banques internationales, les grands investisseurs, les compagnies d'assurance, les acteurs d'ailleurs également de capital investissement, les fintech, qui aujourd'hui sont concernés par la nécessité, du fait notamment de la perte qui va se produire du passeport européen, de redévelopper des implantations en Europe, pour celles qui n'en ont pas déjà, pour pouvoir continuer à travailler sur le marché européen et à suivre leur clientèle européenne. Nous avons très bon espoir et nos contacts se développent de manière très approfondie en ce moment avec un certain nombre de grandes entreprises internationales. Agnès Benassi-Kéré, est-ce que l'enjeu est important pour les grandes capitales européennes? Est-ce qu'elles ont raison de se battre? Alors oui, je pense qu'elles ont raison de se battre pour plusieurs raisons. La première, c'est que les emplois à haut salaire sont des emplois qui ont un effet d'entraînement très important sur les économies. C'est ça, pas simplement les emplois industriels, mais c'est les emplois à haut salaire qui vont entraîner non seulement d'autres emplois de services aux entreprises, mais également des emplois dans le secteur des aides à la personne, par exemple. Je sais pas, c'est des gens qui vont vouloir faire du yoga ou que sais-je, et qui ont un pouvoir d'achat. Alors justement, donc c'est pas énorme quand même. Si on s'en tient, disons, à la banque, c'est pas toute la banque qui peut être délocalisée. On estime que ça pourrait être un tiers de la banque de gros qui elle-même n'est que la moitié de la banque qui est à Londres. Donc, grosso modo, ça ferait une dizaine de milliers d'emplois. Là, on parle pas de l'assurance, là, je parle simplement de la banque. Plus 20 000 emplois qui sont des emplois de juristes ou de comptables, enfin, tous ces services qui vont directement avec la banque. Donc, on est en train de parler de 30 000 emplois. Donc, mais à haute valeur ajoutée. À haute valeur ajoutée. Alors, c'est intéressant aussi parce que, indépendamment des emplois, les emplois aussi à haute valeur ajoutée, il faut rappeler qu'ils payent des impôts et des cotisation sociale, et ça c'est bien parce que ça va nous ça ramène de l'argent. Et l'autre aspect qui n'est pas lié aux emplois, lui, qui est plutôt l'aspect écosystème de financement de l'innovation, notamment les fintech, mais pas que. Donc on sait que Londres a une avance sur le capital risque, et avoir du capital risque qui revient en zone euro, c'est intéressant. Marc-Olivier Padis, que pense Terra Nova justement de cette attractivité de Paris, l'économie, la finance, la fiscalité, tout ça, c'est important ? Oui, c'est important. Il faut remarquer qu'on parle ici de coûts humains en raison du profil très particulier, comme l'a dit Agnès Benassi-Kéré, des personnes qu'on cherche à attirer. Quand on parle de l'attractivité d'une place, en général, on parle de données d'ensemble, c'est-à-dire la qualité des infrastructures, la qualité des services, la qualité des services publics, la main-d'œuvre disponible. Là, ce n'est pas du tout ce type de critère qui est en jeu. Il s'agit plutôt de savoir comment attirer ces personnes, donc qui sont, comme on l'a dit, des hauts salaires, mais ça veut dire que c'est des gens qui ont un pouvoir de négociation important à l'intérieur de leur entreprise. Et donc, ils peuvent avoir leur mot à dire sur l'emplacement de la ville. Ce n'est pas simplement les banques qui vont trancher entre Luxembourg et Paris. Donc, il va y avoir une concurrence effrénée entre Paris, Francfort, Luxembourg. Chacun va, ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, va et poser les pions. Mais qu'est-ce qui va peser
réellement dans la balance? Pourquoi on va aller vers une ville plutôt qu'une autre? Marc-Olivier Padis, et après Apparemment, Agnès. quand on pose la question aux salariés de ces banques, un des critères très importants qu'ils mettent en avant, il y a la qualité de la vie, l'offre culturelle. De ce point de vue-là, Paris est bien placé. Une chose qui leur tient à cœur, c'est aussi la qualité du système scolaire et éventuellement la possibilité de scolariser leurs enfants dans des établissements où les cours sont en anglais. Alors là, on n'est pas tout à fait compétitif, mais c'est des choses qu'on pourrait imaginer. Agnès Benassi-Kéré, sur ce plan, il n'y a pas que l'économie, donc il y a tous les services. Par exemple, les transports. Là, Paris, peut-être que doit faire quelques efforts. Oui. Bon, alors c'est clair que Paris a un énorme avantage, qui est que c'est la seule métropole, au fond, qui est au niveau de Londres. Mais Paris, c'est 10 fois Francfort en termes de taille de la population. Il faut toujours avoir ça en tête, puisque les personnes qui vont éventuellement déménager ont peut-être des enfants ou un conjoint, un conjoint qui va chercher du travail. Ce sera plus facile dans une grande métropole. Il y a cet effet-là qui est très important. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de localisation des centres de décision, Paris est devant Francfort. Et comme les banques aiment bien être près de leurs clients, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en même temps, la métropole parisienne souffre de quelques problèmes. La liaison Roissy-Charles de Gaulle jusqu'à Paris il va falloir faire des travaux. Oui. Les places en lycées internationaux ou dans des classes internationales dans les lycées normaux, on a donc des décisions ont été prises, mais ce n'est pas encore fait. Mais la fiscalité qu'on évoquait tout à l'heure, si on veut attirer les hauts revenus, ça va poser problème. La fiscalité, le droit du travail, il y a un certain nombre d'inconvénients. Et Francfort a un énorme atout, il ne faut pas le négliger. Francfort a un énorme atout dans son panier, qui est, c'est là qu'est le superviseur des banques que justement on veut attirer. Il s'agit de grandes banques et qui sont surveillées depuis Francfort. Mais alors justement, parler des grandes banques, est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets d'organismes bancaires qui s'engagent déjà à venir en Europe, à quitter Londres et à venir dans une autre capitale européenne? Parce que là, on parle Goldman Sachs, notamment. Un Goldman Sachs en particulier. Alors, il y a des choses qui ont été dites, mais les grandes décisions n'ont pas été encore prises. Alors, il ne faut pas non plus négliger qu'une grosse partie de l'activité bancaire à Londres, ce sont des banques américaines et qui peuvent aussi rapatrier aux États-Unis des activités. Oui. On va regarder ça de très près. Marc-Olivier Padis. Mais en ce qui concerne l'attractivité aussi d'un point de vue fiscal, les services se sont mobilisés, c'est-à-dire à la fois Paris, la région et puis au niveau de l'État. Et il y a un régime qui est prévu justement pour l'arrivée de cadres à haut revenu de l'étranger avec des offres particulières qui maintiennent l'attractivité quand même de la place parisienne. Est-ce que ce sera un vrai sujet pour le prochain président de la République ou ce sera finalement un épiphénomène, ça? Est-ce que c'est un sujet qui peut être évoqué dans les dernières semaines qui nous restent pour la campagne? Si on maintenant prend un peu de recul, le Brexit, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour nous et ça restera une mauvaise nouvelle même si des emplois de la finance viennent à Paris. Parce que le Royaume-Uni est un partenaire commercial, il faut toujours le rappeler, plus important que les États-Unis pour la France. Et donc, si ce partenaire est affaibli, j'espère qu'il ne sera pas trop affaibli, eh bien, ça se répercutera inévitablement sur les carnets de commandes de nos entreprises. On marque une pause. Après les titres, on parlera de l'avenir de l'assurance chômage, un débat important également pour tous ceux qui nous écoutent. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. 19h20, le rappel de l'info, Diane Ferchit. Des milliers de personnes rassemblées ce dimanche place de la République à Paris. Elles ont exigé justice et vérité pour Chao Yaoliu, ce ressortissant chinois de 56 ans tué la semaine dernière par la police dans le 19e arrondissement de la capitale. Un rassemblement de recueillement à l'appel de plusieurs associations de la communauté chinoise. En Guyane, reprise des négociations. Le plan d'urgence proposé hier par le gouvernement n'a pas été accepté par les collectifs de manifestants. 10 jours déjà que la collectivité d'outre-mer est paralysée par un mouvement social de grande ampleur. La ministre des Outre-mer a proposé aujourd'hui un document en 5 points pour l'avenir de la Guyane. Le territoire confronté par ailleurs à une pénurie d'essence. Ce dimanche, 90% des stations-service sont vides. La France se dit prête à répondre à toute demande d'assistance de la part de la Colombie, le sud du pays touché par une gigantesque coulée de boue qui a fait au moins 200 morts dans la ville de Mocoa. Des milliers d'habitants sont privés d'électricité et d'eau courante. Les rues de la ville sont envahies de boue et de rochers. 6 semaines de vide sanitaire pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire. L'arrêté
L'arrêté a été publié aujourd'hui au journal officiel. 1134 communes sont concernées au total dans le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. La 31e journée de Ligue 1 de football, Rennes et Lyon font match nul un partout. Toulouse l'emporte 1-0 face à Montpellier. Victoire 1-0 aussi pour Lorient contre Caen. Et Nantes s'impose 2-1 face à Angers. Ce soir à 21h, Bordeaux se déplace à Nice. France Info. La suite du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cuny, Agnès Benassi-Kéré du Cercle des économistes et Marc-Olivier Padis de Terra Nova. Parlons donc maintenant de l'assurance chômage, de son avenir. Les partenaires sociaux ont signé un accord cette semaine. Oui, aiguillonnés par la perspective de l'élection présidentielle, les partenaires sociaux sont parvenus dans la nuit de mardi à mercredi à un compromis sur une nouvelle convention d'assurance chômage, mais au prix quand même d'une révision à la baisse des ambitions initiales. Le texte a été jugé équilibré par la CFDT, la CFTC, Force ouvrière et la CFE-CGC, mais ça a créé quelques remous et dissensions au sein du MEDEF. Près de 60 ans après la création du régime d'assurance chômage, le dénouement de cette dernière négociation est-il vraiment significatif? On va voir cela avec nos invités. Et c'est vrai que c'est un accord, mais un accord qui est très politique, Oui. estime Michel Boga de Force ouvrière. C'est un signal fort envoyé aux politiques. Nous sommes en capacité, nous, interlocuteurs sociaux, de prendre nos responsabilités quand il le faut. Il a fallu du temps, puisque ce n'était pas un accord facile. Je vous rappelle quand même que depuis 2008, nous sommes dans une crise économique profonde et que dans ces cas-là, quand il y a un chômage de masse, il est toujours un peu difficile d'essayer de préserver et la viabilité de l'assurance chômage et les droits des demandeurs d'emploi. Il me semble que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le paritarisme n'est pas mort et je pense qu'il fera encore la démonstration cette fois-ci qu'il est bien vivant et qu'il peut apporter ou sauvegarder des droits supplémentaires pour les demandeurs d'emploi. Et que les candidats politiques devraient s'intéresser à l'intérêt général et nous laisser nous occuper de l'intérêt des demandeurs d'emploi et des salariés. Marc-Olivier Padis, qu'est-ce qui va changer concrètement avec cet accord ? Alors l'accord porte sur 3 points principaux et il permet de faire des économies, de revenir à un certain équilibre. Alors il y a des dispositions qui concernent l'entrée dans la filière senior où on reporte un peu de 50 à 55 ans avec une étape intermédiaire. Et donc les droits, en particulier la durée de l'indemnisation est un peu décalée. Ça permet de faire des économies. Il y a ensuite surtout des dispositions qui concernent les contrats courts, puisque aujourd'hui ce sont les contrats courts qui coûtent très cher à l'assurance chômage. Je rappelle simplement qu'au 4e trimestre 2016, il y a eu 6 millions de contrats de travail signés, donc 4 millions de contrats courts de moins d'un mois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une part très très importante des entrées sur le marché du travail et ça déséquilibre parce que l'équilibre entre cotisation et indemnisation n'est pas établi là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir une cotisation exceptionnelle et puis il y a d'autres dispositions justement sur les calculs en particulier pour les contrats courts du temps passé donc au ça travail. Ça change quand même. Mais alors, est-ce qu'on peut réellement dire que cet accord va résoudre les problèmes financiers de l'assurance chômage Peut-être rappeler la sur dette, le 30 long terme? milliards d'euros. Eh oui, Agnès Benassi-Kéré. Bon, Est-ce qu'on est donc, sorti d'affaire pour autant? Moi, j'ai quelques doutes. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Sur la filière senior, ce qu'il est convenu d'appeler la filière senior, en fait, on peut reculer de 50 à 55 ans l'entrée dans le dispositif où on bénéficie de 3 ans d'indemnisation, mais le vrai sujet, il est à 59 ans. Le vrai sujet est à 59 ans où on peut cumuler 3 ans de chômage, puis une ouverture à l'âge de 62 ans où normalement on peut ouvrir les droits à la retraite. Vous savez qu'il y a une disposition qui est que si on n'a pas cumulé suffisamment de trimestres, eh bien, on peut recevoir encore une allocation chômage jusqu'à la fin de la décote qui est 67 ans. Ouais. Donc ça fait 59 ans à 67 ans et on appelle même ça les pré-retraites UNEDIC. C'est encore une usine à gaz. Alors il n'y a finalement. pas grand monde, on va dire il n'y a que 20 000 allocataires à peu près qui sont dans cette situation, mais ça coûte quand même 260 millions d'euros. Donc ce n'est pas négligeable par rapport aux économies qui ont été annoncées. Et on voit qu'il y a aussi une distorsion, c'est-à-dire qu'il y a un pic dans les ruptures conventionnelles à 59 ans. Devinez pourquoi. Donc on voit qu'il y a une distorsion où les entreprises utilisent les seniors comme variable d'ajustement. Donc ça ne règle rien Voilà. sur le fond finalement. Sur le On fond, avance un petit voilà, peu, mais pas beaucoup. Alors sur les contrats courts, il y a plusieurs aspects. Il y a la suppression de la taxation des contrats courts. Effectivement, la taxation des contrats courts a montré son inefficacité pour réduire le phénomène de l'instabilité de l'emploi. C'est vrai que la durée moyenne du CDD, c'est 5 semaines. C'est vraiment très, très court. Alors,
Maintenant, il aurait fallu aller vers un système de bonus-malus, c'est-à-dire non pas taxer plus les entreprises, mais offrir aux entreprises la possibilité, si elles fidélisent leurs employés, de pouvoir payer moins, justement, le bonus, l'aspect bonus qui a été... mais alors là, évidemment, on voit que c'est une tectonique de plaques au MEDEF, puisque certains secteurs utilisent massivement les contrats courts et d'autres beaucoup moins. Et donc, ils n'ont pas du tout... Ce seront certainement des dossiers qui reviendront évidemment sur la table avec les prochaines échéances. Est-ce qu'on peut en tirer vraiment une leçon sur le dialogue social en France, Marc-Olivier Padis? La manière dont ça s'est déroulé, en fait, à quelques semaines de la présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a rappelé la personne de Force ouvrière qui était interrogée, c'est que c'est la pression de la campagne présidentielle qui a probablement poussé, y compris pour que Force ouvrière signe, il n'y a que la CGT qui n'a pas signé. Et alors, pratiquement, en fait, c'est Emmanuel Macron qui a proposé d'étatiser le système, c'est-à-dire de retirer aux partenaires sociaux la responsabilité du système. Et là, c'est-à-dire que l'UNEDIC serait géré directement par l'État, par Matignon. Et non plus par les partenaires sociaux. Voilà. Ou alors combiné, parce qu'aujourd'hui, le chômage, c'est une des premières préoccupations des Français. Et c'est un sujet sur lequel le Parlement ne débat pas. Ce qui n'est pas normal. Et il y a un jeu de cache-cache entre l'État et les partenaires sociaux sur qui prend ses responsabilités. L'État est assez content que les partenaires sociaux prennent des décisions difficiles et les partenaires sociaux sont assez contents que l'État soit là justement pour garantir la dette ou combler les déficits. Donc il faudrait que tout le monde soit autour de la table. Moi je pense que les partenaires sociaux gardent une légitimité pour gérer ce système parce que ce sont des cotisations. Ce sont des cotisations des employeurs et des salariés. Donc c'est normal que ce soit eux qui gèrent ça. Mais il faudrait quand même que les parlementaires aient leur mot à dire. Alors justement, qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur ce gros dossier, c'est quand même important, Agnès Benassi-Carré. Le problème, c'est que si on se dirige, comme le souhaite Emmanuel Macron, vers une sorte de protection universelle contre les accidents professionnels, c'est comme ça qu'il conçoit l'assurance chômage, alors il y a un problème avec le dialogue social tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'on a des représentants des employeurs, des salariés, mais où sont les entrepreneurs ? Où sont les individuels, les auto-entrepreneurs, tout ce que... Donc, soit il faut réformer le dialogue social pour qu'il soit représenté, soit évidemment... Oui, parce qu'il faut élargir la base des gens qui peuvent s'inscrire au chômage, oui, effectivement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois, Agnès Benassi-Carré du Cercle des économistes, Marc-Olivier Padis de Terra Nova, Emmanuel Cuny, merci à vous et félicitations, puisque vous venez d'être élu à la présidence de l'Association des journalistes économiques et financiers. Donc, je vais vous appeler président désormais. Non. Allez, Emmanuel, c'est très simple. Merci Allez, beaucoup. En salut tout cas, Manu, vous à la mettez semaine la pression. prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée.